22 janvier 2023, le corps de Martinez Zogo, en état de putréfaction, était présenté nu sur de la latérite et beaucoup trop vers soi. Une affaire horrible. Un drame inqualifiable. Une horreur indescriptible. Mais aussi une douleur pour son épouse, ses enfants, qui reste comme une véritable blessure béante. La première chose, ça nous ramène d'abord à ce que je disais, que la haine n'a pas de tribu, n'a pas d'ethnie, n'a pas de frères, n'a pas d'amis. Ceux qui sont sur des réseaux sociaux, parfois, ceux qui sont au sommet de l'État et qui vous disent que c'est l'homme Bassa qui est méchant, que c'est le Bamileke qui est mauvais, que c'est l'anglophone qui est terrible et qui est assassin, que c'est le Peul, le Maguida comme on dit, qui a le sang à l'œil, vous trompe. L'assassinat de Martinez Zogo est bel et bien là lorsqu'on voit les multiples responsables et responsabilités qui sont assignées à ces personnalités qui ont été présentées le 2 septembre au tribunal militaire. À la genèse, on dira d'abord, revenons dans la famille. Parce qu'on croirait que c'est une affaire de famille. Et pourtant, c'est une affaire qui fait mal à tout le Cameroun, à toutes les tribus. Et pas que. Tous les pays africains ont eu mal sur cette affaire. Et pas que. Le monde entier s'est révolté par rapport à cet assassinat crapuleux. Mais comme je disais, la haine n'a pas de tribu, n'a pas d'ethnie. Martinez Zogo, on voit les acteurs. Martinez Zogo et Kambeti. Victime. Amougo Belinga, incarcéré, et Kambeti. Savons qu'on présente maintenant comme celui qui, ayant achevé la tâche, et Kambeti. Et lorsqu'on regarde un peu plus loin, qui Martinez dénonçait, lui, Paul Moutazé et Kambeti. À côté de ça, qui avait mis Martinez d'abord en prison, Mondayolo et Kambeti. Et lorsqu'on lance les enquêtes, bien évidemment, l'enquêteur, c'est Aïssi, le colonel Aïssi, le lieutenant-colonel Aïssi et Kambeti. Le commissaire du gouvernement, dans cette affaire, Serlin Belinga et Kambeti. L'un des plus grands complices et qui est toujours dehors et qui porte les sacs d'eau, les mallettes d'argent, bidjan à gauche, bidjan à droite, et Kambeti. Lorsqu'on regarde tout autour de ceux qui ont eu à enlever Martinez dès le début,
vous allez voir les Bidjongo, soi-disant neveux d'Amougou et Kambeti. Bidjongo, ou Arthur et Somba. S'il fallait donc juger les gens selon la tribu, ce n'est donc pas un Bami, un Sawa, qui a tué Martinez. C'est un complot totalement écambéti qui se sont servis de quelques bras tels que les Danoué. Et même celui qui dirigeait les services secrets qu'il donne le hockey à Danoué, c'est Eko et Kambeti. Ont-ils eu un seul instant à réfléchir que Martinez était Kambeti? Ont-ils eu un seul regret de monter des commandos, de le torturer en se disant c'est notre frère Kambeti qu'on est en train de faire, à qui on est en train de faire ça? Non. C'est pour vous dire que la bêtise, la méchanceté, la cruauté n'ont pas de tribu, n'ont pas d'ethnie. Le procès a donc été ouvert avec d'abord des témoins. Et ce procès va révéler beaucoup de choses. Affaire Martinez-Zogo, 1 an, 2 ans. Peut-être vous avez déjà oublié. Flashback avant de revenir sur le développement. Il était une fois Martinez-Zogo et aussi les comptes rendus de l'audience, de la première audience. Ensuite, je vous donnerai mes analyses d'autres éléments que le tribunal militaire, les tortionnaires veulent vous cacher. Prestataire de services, il gagne les marchés. Vous comprenez? Et après, Motazé lui donne les subventions. Ligne 94, ligne 65. C'est Motazé. Motazé. Tu viens partir en prison, Motazé. Dans ce pays-ci. Hein. Moi, je ne veux pas vous laisser. Vous allez seulement me tuer. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Vous comprenez? Mais avant cela, je vais vous montrer que la papaye, c'est le fruit du blanc. Après, on se retrouvait en moment donné leader. Moi j'ai envie de rire, hein, pour dire la vérité, on n'a pas besoin de protection, vous savez. Donc nous sommes dans une société où les choses vont dans tous les sens, où les gens ne sont pas vrais, où les gens sont faux. Nous sommes dans une société où les gens ont été habitués au mensonge, à la flagornerie. Je me dis tous les jours que Dieu a créé, et forcément, dans une société comme la nôtre, pour faire semblant de la parfaire, il faut des hommes vrais, qui disent la vérité courageusement, qui disent les choses telles qu'elles sont, et qui ont le courage de dire la vérité aux gens en face. Ce n'est que de cette façon-là
qu'on réussira au moins à changer les comportements des uns et des autres, à revoir les mentalités de certains Camerounais. Sinon, on est perdu. Hein? Non, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça, c'est le dada des Camerounais, hein, qui ne sont pas habitués à la vérité, des gens bien, qui aiment... Martinez Zogo. Vous allez seulement me tuer. Le film de l'horreur. Témoignage choc. Je lui ai enfilé le câble à l'anus. Ce qu'on peut pas faire, on va son pire ennemi. Je lui ai versé l'huile rouge et la farine sur le corps avant de le bastonner avec un câble spécialement apprêté. Il lui a coupé une oreille avec un cutter. L'un des membres du commando est monté sur son corps. J'aurais bien voulu que tous les Camerounais soient du côté du tribunal militaire de Yaoundé. Vous savez, l'affaire Martinez-Zogo et cette affaire-là qui continue de cristalliser les attentions parce que rendu à ce jour, un peu plus de pratiquement 2 ans après la disparition de Martinez-Zogo, dont le corps a été découvert, mutilé et tout ce que vous pouvez imaginer, c'était des images assez choquantes. La question reste posée, qui a tué Martinez-Zogo? Eh bien, Mathieu Bertrand, après... tout ce que vous avez évoqué plus haut, effectivement, nous sommes rentrés véritablement hier dans la phase de débat. Et vous savez, dans un procès comme celui-là, lorsqu'on amorce avec les débats sont contradictoires. Ceci a l'effet de faire jaillir la vérité. Mathieu Bertrand, hier, on a entendu les 2 témoins, ou alors 2 des témoins appelés à la barre par le ministère public. Et donc, comme on est dans un tribunal d'exception, tribunal militaire à l'occasion, on parle du commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement a appelé 2 témoins. Dans un premier temps, il a appelé un certain Léonard Ekoton, voilà, qui est ce jeune qui s'est présenté comme étant celui qui avait découvert la dépouille du feu Martinez-Zogo. Et donc, Mathieu Bertrand, il a été cuisiné par non seulement le ministère public, les différents avocats de la défense. Et ces déclarations, justement, ont permis, n'est-ce pas, d'avoir une idée sur ce qui s'est passé, où est-ce que la dépouille a été découverte. Eh bien, il indique qu'il est un cultivateur, il est âgé de 25 ans, et que ce jour-là où il a découvert la dépouille, il revenait du champ et autour de 11 heures, après avoir pris son repos, entre 16h et 17h, il s'est habillé en tenue de sport. Il a décidé de partir faire un peu de footing, une habitude qui lui était plutôt étrangère parce qu'il n'avait pas cette habitude. Et donc, il habite au premier carrefour, il lui dit Ebogo. Et après le deuxième carrefour, il a viré à droite. Il a eu un besoin soudain de se soulager. C'est ainsi qu'il rentre dans la brousse. Il a progressé jusqu'à ce qu'il découvre un endroit terrassé, un site d'exploitation de latérite. Il décide à ce niveau-là de se mettre à l'aise. Une fois qu'il était sur le point de le faire, il tombe nez à nez avec un Maccabée. Et il indique que le corps de la dépouille qu'il a découvert avait les mains orientées vers le haut, comme ça. C'est ce qu'il rapporte. Et il a vu cela. Il s'est empressé de ressortir, mais non sans préciser que lorsque il entrait dans la petite broussaille, il a pu remarquer la présence d'un fil de couleur jaune. Et il a également remarqué des traces des pneus d'une voiture assez volumineuse. Et lui, directement, de dire qu'il a reconnu que c'était les pneus d'une Prado. Mathieu Ekon, on a écouté son récit. Et une fois qu'il a vu cela, pris de panique, de peur, il a couru vers le village en direction de la chefferie. Une fois arrivé à la chefferie, le chef était sorti, mais néanmoins il a rencontré les notables à qui il a fait savoir qu'il a découvert une dépouille à tel endroit et les notables se sont chargés de rapporter l'information au chef. Et ensuite il est directement rentré chez lui. Et les avocats de lui poser la question de savoir, vous l'avez dit au notable parce qu'ayant absenté le chef, à qui d'autre l'avez dit? Est-ce que vous n'avez même pas dit à vos parents? Et lui de dire non.
ses parents n'étaient pas à la maison. Est-ce que vous n'avez même pas pris le soin d'appeler, puisque vous dites que vos parents n'étaient pas à la maison pendant cette période, vos parents, pour les renseigner de ce que vous avez découvert? Il dit non. Donc en réalité, les seules personnes qui ont été prévenues, ce n'est que les notables du chef que vous avez rencontré à la chefferie, et ce dernier de répondre par l'affirmative. Mathieu Com. 1001 questions lui ont été posées. Et par la suite, vint un certain Nkodo Godefroy, qui est le chef de 3e degré, bien sûr, de la petite localité, et Bogotwa notamment, où le corps de Martinez Zogo avait été découvert. Une fois, on a posé la question au chef, est-ce qu'il connaît bien la localité? Il a décliné toute son identité, et puis il a bien précisé au tribunal qu'il est le chef de Bogotwa. Mais sauf que plus haut, peut-être ce qui n'a pas été mentionné, c'est que le jeune homme en question a indiqué qu'il a découvert le corps à Eboko 4. Le corps de Martinez, il indique qu'il a découvert à Eboko 4, et le chef dit que lorsque, à 21, autour de 19h par là, des personnes sont venues à la chefferie, et ces personnes sont les propriétaires du site où la dépouille de Martinez Zogo a été découverte, pour nous faire savoir qu'il y a une dépouille sur ce site-là. Et lui également, il s'est chargé de se rendre sur les lieux et interrompu, on lui a posé la question de savoir qui vous a dit qu'il y avait un corps à cet endroit. Est-ce que c'était un des notables ou alors une tierce personne? Et lui de dit qu'il ne s'agit pas d'un notable, qu'aucun notable ne lui a fait mention du cas évoqué plus haut par le jeune Léonard Ekoton, qui indique qu'il a dit au notable, et les notables en ont informé le chef. Et le chef, lui, l'a dit le contraire. Il dit qu'il n'a pas vu le jeune Ekoton, et aucun de ces notables n'a été approché par ces derniers. C'est une curiosité. Et donc, plus loin, lorsqu'on y va, Mathieu Bertrand Ekon, il indique qu'il s'est rendu sur le site avec les propriétaires du site en question, sont venus le chercher pour l'amener voir où se trouvait la dépouille qu'ils ont découvert. Il est arrivé sur les lieux, il a fait le constat. Avec sa voiture, il allait au niveau de la brigade de Soa pour signaler cette situation. Et une fois sur place, on lui a affecté 2 gendarmes avec lesquels ils sont revenus sur le site. Les gendarmes également ont constaté les faits, mais sauf que en repartant Mathieu Bertrand Ekon à côté de la dépouille, Sa Majesté Nkodo Godefroy indique qu'il a découvert des vêtements, des chaussures, donjons et autres siliques. Il a demandé aux représentants des forces de l'ordre qui étaient en sa compagnie de prendre ces effets et de mettre dans la voiture. Ils ont pris la direction de la brigade. Mathieu Ekon, les avocats ont posé la question de savoir, vous étiez avec les officiers de police judiciaire sur une scène où on a découvert un corps. On peut, a priori, qualifier cela de scène de crime. Voilà. Et vous, en tant que personnel civil, vous ordonnez qu'on ramasse des effets qui peuvent servir pour les besoins d'enquête et les mettre dans un véhicule, votre voiture, et vous repartez à la brigade. Mathieu, comme une fois à la brigade, le chef indique qu'il est resté dans sa voiture et que les éléments de gendarmerie qui étaient avec lui sont repartis avec les effets trouvés sur le lieu à côté duquel gisait un corps. Et curiosité des curiosités font savoir certains avocats qui ont successivement pris la parole, Mathieu Ekon, comment se fait-il donc que le lendemain, puisqu'il a indiqué qu'une fois rentré à la maison, le lendemain matin, les mêmes gendarmes avec qui ils étaient la veille sont revenus, cette fois-ci en compagnie des médecins légistes et même le procureur. Arrivé sur les lieux, il est resté à bonne distance, mais sauf que les images qui ont fuité sur les réseaux sociaux, Mathieu Bertrand Ekon, ont montré la dépouille du Macabé, ont montré des vêtements filmés sur le site. D'où vient-il que des vêtements qui ont été enlevés nuitamment lorsque la dépouille a été découverte se retrouvent curieusement sur le site le lendemain matin et photographiés? La question est de savoir
est-ce que les vêtements du feu Martinez se sont miraculeusement envolés de la brigade de gendarmerie pour se retrouver sur le site où se trouvait la dépouille le lendemain? Mathieu Ekong, c'est une question et c'est un constat fait par le tribunal ou alors par les populations venues nombreuses. Ça a commencé à jaser dans la salle. On a posé 1001 questions à la fois à Sa Majesté Léonard, Sa Majesté Nkodo Godefroy et au jeune Ekotor Léonard. Et dans les récits, on a remarqué plusieurs contradictions. Et donc là, c'était la première fois pour les accusés d'avoir la possibilité de poser les questions aux témoins. On a suivi le Paul Maxime Eko, on a suivi Justin Daoué. Jean-Pierre Amouboubelinga lui-même a posé une question au jeune Léonard Ekotor en lui posant la question de savoir, vous dites que vous avez pris telle trajectoire, vous êtes entré en brousse, et puis vous avez migré vers un terrain terrassé, site d'exploitation de latérite. Nous qui avons grandi au village, est-ce que vous ne pensez pas que lorsqu'il vous prend, lorsque vous avez un besoin pressant, le réflexe que vous avez, c'est d'entrer et la première broussaille et vous mettre à l'abri des regards. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est assez curieux que vous avez traversé la broussaille et aller sur un terrain plat, bien nivelé, pour pouvoir vous mettre à l'aise afin de tomber face à face avec le Maccabée que vous avez découvert et que vous dites que ses bras étaient orientés vers le haut? Là, le concerné a essayé de se défendre comme il pouvait. En ce moment, la salle a commencé à jaser, ça a commencé à chuchoter ça et là. Mais toujours est-il, Mathieu Bertrand, que ce sont les deux premiers témoins du ministère public. Et l'audience hier a été suspendue, pas envoyée, suspendue, parce qu'on va poursuivre tout à l'heure à 12 h avec le même témoin, c'est-à-dire Sa Majesté Godefroy, que nous allons à nouveau écouter. Mais il faut indiquer que l'autre fait majeur, Mathieu Bertrand, c'est que pendant cette audience, à l'entame, Maître Claude Assira a posé une doléance auprès du tribunal en indiquant que les personnes, les témoins, dans le cadre de cette affaire, on en cite 45 au total, au moins une trentaine sont des représentants de nos forces de l'ordre, d'autres de renseignement, d'autres de renseignement extérieur et tout ce que vous pouvez imaginer, et que ces personnes-là devraient pouvoir être entendues, mais à huis clos. Il a demandé un huis clos partiel. C'est-à-dire, il a évoqué justement comme raison de cette demande qu'il a formulée, que ce sont des personnes qui, naturellement, ont le devoir de réserve et ne doivent pas dire un certain nombre de choses. Et s'il faut que ces personnes-là le disent, ça doit être dans le cadre d'un huis clos, parce qu'il y a la protection personnelle, il y a également la protection de la sûreté de l'État. Mais sauf que le président du tribunal a botté en touche tout simplement cette demande en indiquant que c'est une affaire qui est déjà publique et qu'il y a eu une enquête préliminaire où des personnes ont été entendues et ces mêmes témoins ont été entendus. Il y a eu la phase d'instruction où ces personnes également ont été entendues par un juge d'instruction. Il y a eu l'ordonnance de renvoi, voyez-vous, qui renvoyait tous les suspects devant le tribunal. Et cette ordonnance de renvoi était appuyée des déclarations des différentes parties, c'est-à-dire sur procès verbal, on a obtenu tout et le tribunal d'en juger qu'il n'y a plus rien à cacher. C'est une audience qui sera publique parce que le peuple qui a soif de vérité veut savoir qui a tué Martinez Ozogo. Il n'est pas question d'un huis clos partiel, il sera question d'une audience qui connaîtra sa publicité qu'il mérite. Merci à vous, Eddie Armand Machoua. On retient donc pour la journée d'hier, deux témoins ont été entendus. Celui se présentant comme avoir découvert la dépouille de Martinez Zogo, du nom de Léonard Ekotor, et le chef traditionnel du village dans lequel le corps a été découvert, Sa Majesté Godefroy
Nkodo, vous parlez ici des contradictions qui ont été... Parce que j'ai parlé de Léonard tout à l'heure qui a dit qu'il a découvert le Maccabée, les mains étaient comme ça, tout à fait comme en position de défense. Et lorsqu'on a posé la question au chef, le chef dit que les mains étaient comme ça. Voilà. Et donc, du coup, vous revenez donc sur les curiosités, les contradictions qu'on a pu observer hier au cours de cette audience. Vous l'avez dit, qui a été suspendu pour reprendre ce jour quand il sera 12 h avec la suite de l'audition du témoin Majesté Léonard Godefroy Nkodo. Les audiences sont publiques et les Camerounais il faut dire qu'il y avait du monde au tribunal hier. Hein? Et donc il y en aura encore certainement beaucoup aujourd'hui. Les choses prennent véritablement corps au tribunal militaire de Yaoundé dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Le procès ouvert depuis le 25 avril 2024 évolue véritablement avec l'ouverture ce 1er septembre ici au tribunal militaire de la phase des débats. Jusqu'ici, 2 témoins ont déjà été auditionnés. Il s'agit notamment de celui qui dit avoir découvert le corps de Martinez Zogo. Il s'appelle Ekoto Jean Léonard. Il a été cuisiné pendant 2h48, répondant aux questions du commissaire du gouvernement qui représente donc le ministère public. Il a répondu à pas moins de 20 avocats et bien sûr 6 accusés, parmi lesquels Jean-Pierre Mougou Belinga, Léopold Maxime Eko et bien sûr le lieutenant-colonel Dangoué. Tous remettent en question, n'est-ce pas, la capacité de ce monsieur à avoir l'information réelle sur la découverte du corps de Martinez Zogo à Ebogo 3. Lui qui dit par exemple, âgé de 28 ans, avoir découvert ce corps plutôt à Ebogo 4 et non à Ebogo 3. Il dit avoir arrêté les études à la classe de 3e alors qu'il ne maîtrise pas véritablement la matière préférée qui pour lui est donc celui du rôle de chauffeur. Il a donc été auditionné pendant 2h48. Il a donné l'information au notable d'Ebogo 3 en l'absence du chef du village. Le deuxième témoin, c'est donc ce chef de village qui s'appelle Monsieur Nkodo Godefroy. Lui, il a été auditionné de 17h10 à pratiquement 20h35. Lui qui dit par exemple avoir découvert les vêtements de Martinez Zogo qui ont été transmis à la brigade de SOA, et à la question de savoir d'où sont parties les images du corps de Martinez avec les vêtements à côté. Il dit et signe la nuit de la découverte du corps de Martinez Zogo en compagnie de la famille des propriétaires terriens et bien sûr du notable qui a été abordé par celui qui dit avoir découvert le corps. Les vêtements ont bel et bien été remis à la brigade de SOA. Beaucoup de questions. À 20h35, le président du tribunal militaire, le colonel Missé John Jacques, a donc demandé la suspension de l'audience qui doit être reprise ce mardi 2 septembre 2025 lorsqu'il sera 12 h. Il faut dire qu'il y a au total enregistré 45 témoins et pas moins dans cette affaire, uniquement au niveau du ministère public. D'autres témoins pourraient donc surgir lorsque les débats pourront évoluer de part et d'autre. Et il convient de le dire, les 17 accusés jusqu'ici continuent de plaider non coupables, puisque lorsque les faits leur ont été notifiés lors d'une audience précédente, ils ont dit qu'ils plaidaient donc non coupables. Et il faut dire également qu'en début d'audience, ce 1er septembre 2025, l'avocat Claude Assigara, qui représente donc la DGRE, qui est civilement responsable, a demandé à ce que les agents de la DGRE soient auditionnés à huis clos. Le président M. John a pris acte de sa demande, mais a rendu donc cette décision d'avant-dit droit en demandant, en disant que la demande de maître Claude Assira était non fondée. Les débats se sont donc poursuivis par la suite. Voilà globalement ce qu'on peut dire de cette première journée très courue. Il faut dire que les affaires, l'affaire entre véritablement dans sa phase pratique avec donc le début de cette audition des témoins. Je l'aurais dit donc, 2 témoins auditionnés ce lundi, notamment celui qui dit avoir découvert le corps et le chef du village Ebogo 3. Retour donc ici au tribunal militaire de Yaoundé demain mardi pour la suite des auditions des témoins. Depuis ce tribunal.
Oui. Première journée, deuxième journée, qui ont été très laborieuses, mais aussi très douloureuses pour les familles. À l'instant, beaucoup vous demandent qui a donc tué Martinez Zogo. Avant de répondre à cette question, nous allons d'abord vous donner d'autres informations qui nous paraissent importantes. Je ne vais pas rester beaucoup sur des témoignages concordants ou discordants. Pourquoi? Parce qu'il y a juste un élément, à savoir Ebogo 3 ou Ebogo 2, Ebogo 4, c'était le même site. Ça dépend de la nomination. Les habits, je ne vais pas beaucoup aussi m'y attarder parce que je suis convaincu que ce sont les gendarmes qui ont ramené les habits nuitamment si le chef dit qu'il les a déposés là-bas. Mais il y a un élément qui est très important et qui, parce que l'enquête doit d'abord regarder ces éléments-là. D'abord, la scène du crime. On se rend compte que elle a été violée. Il n'y a pas eu une certaine expertise dessus. Donc, on parle à la volée. Dans tous les pays sérieux du monde, lorsqu'il y a un crime, la scène est immédiatement protégée pour qu'on fasse un certain nombre de prélèvements. À part Dr Mogué, le médecin qui va faire l'autopsie, on voit que beaucoup de choses ont été ratées. Mais il y a eu une audition dont les gens ne parlent pas. C'est l'audition d'un certain Dinabel. Dinabel, certainement, vous allez dire, il est connu pour la musique. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire-là? Dinabel, Bembayo, Yoma Yoma, comment ça? Mais non. Pourtant, c'est son vrai nom. C'est lui qui a été auditionné et qui aussi une pièce clé, mais n'a pas été placé ou en garde à vue ou même en prison. Pourquoi? Il faut déjà dire une chose. L'assassinat de Martinez Zogo, c'est une série. Et beaucoup de gens sont dedans. Dans le témoignage de Dinabel, qui en fait est commandant de compagnie, lieutenant-colonel, commandant de compagnie en fou. Il est, selon certaines investigations, le neveu de Danoué. Or, le 6 janvier 2023, Danoué lui envoie un message écrit. Est-ce que tu connais Martinez Zogo? Il répond par l'affirmative. Et puis, il lui dit que c'est une cible pour lui. Est-ce que tu connais, tu peux me trouver son domicile? Le domicile de la cible. Il parle de la cible.
selon le témoignage de Dinabel, il aurait indiqué que Martinez Zogo se trouve entre tel et tel. Mais en fait, il n'y a aucune preuve tangible. Veuillez nous excuser. Veuillez nous excuser un instant. Veuillez nous excuser parce que nous sommes pris par... Donc, Dinabel, est celui qui remet d'abord les premiers et le premier à filer Martinez Zogo. Parce qu'il n'avait pas mandat. Il n'avait rien. Mais il remet des informations, mais il dit qu'il n'a pas remis les informations, mais cependant, lui a dit que Martinez Zogo habiterait à tel ou tel endroit. Et Dinabel de reconnaître que il travaille souvent avec Danoué. Donc les enlèvements sont souvent faits au Cameroun. Avec une famille. C'est-à-dire qu'il appelle son neveu. Ils ne sont même pas sous couvert de l'État juste parce qu'ils sont colonels, ils sont ceci. Ils filent les gens, ils peuvent les enlever. Le problème, c'est que dans son témoignage, il dit que le 17, donc le jour où on enlève Martinez Zogo, eh bien, il a reçu un message, un autre message de Danoué, qui lui dit que nous n'avons plus besoin des informations, la cible ne nous intéresse plus. C'est la police qui va s'occuper de là. À ce moment-là, c'est-à-dire que à ce moment-là, Martinez Zogo est déjà soit en train d'être torturé, soit même est déjà tué. Il n'a alerté personne. Donc, toutes les recherches se passaient. Le Dinabel en question n'a pas dénoncé, n'a rien révélé et surtout continue à protéger certaines informations parce qu'il fait semblant ne pas être très au courant. L'autre élément clé de ce témoignage est que, donc, vous voyez que le premier, le 6, on voulait déjà finir avec Martinez Zogo. Avant, selon le message. Donc, quand Bidjan à gauche, Bidjan à droite parle, contacte Paul Daisy-Biya. C'est juste après ce message-là, quand on a déjà lancé la trappe de Martinez Zogo. Le même Danoué, le colonel, avait aussi contacté Gambi, adjudant Gambi, c'est un grand bandit, impliqué dans beaucoup d'assassinats, des braquages. Et d'ailleurs, il était même dans l'affaire de ces bandits, de ces soi-disant bandits, qui sont allés dans le domicile de Bokam, l'ancien secrétaire d'État à la Défense. Ils l'ont violé avec son épouse et tout le monde sait ce qui est arrivé beaucoup plus tard puisque les deux aujourd'hui sont morts, ils sont partis jusqu'à l'intérieur, ils ont pris ceci et cela. Ce Gambi est donc dans le coup pour l'enlèvement de Martinez. Il reçoit donc bien évidemment la mission qu'il accepte faire avec comme coordonnateur le même lieutenant-colonel Danoué.
Ce Gambi est celui-là qui, le 22, lorsqu'on découvre le corps, avant même qu'on découvre le corps, parce qu'en réalité, le corps de Martinez Zogo n'est pas découvert le 22. Le corps de Martinez Zogo est découvert le 21. Mais Gabi, lui, lorsqu'on enlève Martinez donc, et qu'il entend, maintenant que nous faisons des directs et tout, que Martinez a été enlevé. C'est là où Gabi s'en va. Dans son téléphone, on va donc voir un message qu'il va présenter comme ayant été sollicité. Mais en fait, lui, il va pour se venger. Que dans la mission, il devait avoir sa part d'argent. Donc on l'a dribblé. Comme on l'a donc dribblé, il s'est dit que les gens là sont déjà partis enlever Martinez Zogo sans moi et sans me donner ma part d'argent. Donc c'est comme ça que lui-même, à cause du gombo, va donc trahir que moi je sais qui a enlevé Martinez Zogo. Bam! Il montre son téléphone. Dans son téléphone, on va donc voir ça. Gambi était le commandant de la poste centrale. Pour l'instant, on ne le voit pas. En ce temps, il a été rapidement affecté. Soi-disant peut-être pour le machin, je ne sais pas pourquoi. Mais il ne se trouve pas au Cameroun. Il se trouve dans un pays étranger. Je ne donne pas encore le nom de ce pays-là. Parce que je laisse la possibilité au commissaire de gouvernement de le récupérer pour qu'il vienne bien nous parler, pour qu'il vienne nous dire. Parce que l'affaire, il ne faut pas s'acharner sur celui qui est parti découvrir le corps. Non, c'est ceux-là qui ont été là, qui ont reçu d'abord la mission et qui, on risque de bondir de cette étape-là pour se retrouver ailleurs, alors que la clé est là. C'était donc une mission organisée par, et je dis bien, Amou était d'accord, et Kweko était dedans. Qu'on ne vous dise plus jamais que Amou était innocent. Ou Ekweko. Pourquoi? Parce que quand la mission est terminée, parce que je vais vous expliquer peut-être un autre jour ce qui s'est passé avec toutes les douleurs. Danwe va recevoir un message où Ekweko lui fait le doigt comme ça, que c'est bon. Que c'est bon. Et pourquoi Ekweko fait que c'est bon? Quand la mission est organisée, Martinez se trouve pris dans ce qu'on peut appeler un terrible engrenage. Il est en train de dénoncer Amou Belinga par rapport à la ligne 94. Mais aussi, il avait dénoncé Ekweko. En disant quoi? Il avait dit que Ekweko ne faisait pas bien son travail et qu'il trouvait que la CEMIL était beaucoup plus efficace que la DGRE. Que la DGRE ressemblait à la cour du roi Péto, qu'on faisait du mal, qu'on faisait ceci et cela sans rendre compte à la présidence, que Ekweko prenait de l'argent et puis faisait ses missions n'importe comment et couvrait des grands bandits. Ekweko va prendre cela comme étant une grosse insulte et il va aussi appeler Danwe, qui avait déjà été appelé par Amou Belinga, en lui disant: mais quand les gens, quand vous voyez celui-ci en train de m'insulter comme ça, vous ne faites rien. C'est donc là où Danwe va répondre que mais, si on se met à suivre tout le monde, à arrêter tout le monde ou à faire tout le monde qui insulte, mais on ne va pas s'en sortir. Mais ayant compris que son patron lui aussi avait besoin de ça, comme un Mougou, eh bien,
Il va donc dire à Amourou que même le patron valide l'opération. Amourou va dire, faites ça bien et vous m'envoyez les photos. Amourou va dire, vous m'envoyez les photos. Mais c'est là où l'enquête va être bloquée. Parce que ces gens ont tout fait pour que l'enquête soit faussée. Je vous dis pourquoi. Durant tout ce moment où on avait Danoué, on avait dit arrêter des gens, ils ne sont pas partis faire la moindre perquisition. Or, dans un crime comme celui-là, on fait des perquisitions. Et je leur disais d'ailleurs que allez faire des perquisitions. Et j'avais même indiqué des endroits. Ils n'avaient pas bougé. Jusqu'à ce que le lieutenant-colonel Aïssi arrive dans la commission. C'est lui qui va faire des perquisitions. Et c'est lui qui va aussi faire ce qu'on appelle la reconstitution des faits. Il y a eu reconstitution des faits. Je vais y revenir. Mais surtout, je vais souligner quelque chose. Qu'il ne faut pas que ça échappe au peuple camerounais. Parce que moi, je vais dénoncer cette histoire jusqu'à ce que tous les coupables soient là. L'élément central, c'est quoi? Danoué est arrêté. Et durant ce temps, tout ce temps que je vous dis, pas de perquisition. Il envoie donc son beau-frère à la DGRE dans son bureau. Le beau-frère de Danoué récupère son téléphone et son ordinateur. Dans ce téléphone, il y avait toutes les vidéos. Dans l'ordinateur, il y avait tout, y compris les plans de ceci et cela, de cet assassinat. Jusqu'aujourd'hui, ce monsieur n'a jamais été arrêté. Voilà pourquoi est-ce qu'ils sont en train de rigoler. Voilà pourquoi est-ce qu'ils sont sûrs d'eux. Donc, les pièces centrales de Danoué ne sont pas versées dans le dossier. Son téléphone, c'est-à-dire que l'État du Cameroun n'a même pas fait un mandat d'arrêt international. Ni une commission, comme on dit, rogatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors que dans ce téléphone et dans l'ordinateur, et il y a tout, jusqu'à les bastonnades, les lieux. Je vous avais parlé des lieux. Ils vous ont dit que c'était un beau nom. Que c'était un beau nom. Qu'on a torturé Martinez, non? Bon, ok. Docteur Mogué est donc arrivé à la barre, médecin légiste, et elle m'a donné raison. Martinez Zogo n'a jamais été assassiné à Eboko 3. Comme on vous disait que il y a un troisième commando, qui est un deuxième commando, un cinquième commando qui était arrivé, qui marchait et tout. Le docteur a été clair. On est venu déposer Martinez étant déjà mort depuis 72 heures. Le deuxième commando est donc venu tuer un cadavre. C'est le docteur. Parce que je vous lisais l'autopsie. Et je vais encore revenir sur l'autopsie. Qui est rude.
Vous savez, au-delà de ce qu'on vous disait, cet assassinat devrait être prescrit dans les films d'horreur. Devrais-je parler maintenant? Mais retenez une chose. Le médecin confirme ce que je vous disais. Tout ce qu'on a fait sur Martinez. Hein? Au niveau de la plante des pieds, comme on vous le disait, il a subi des sévices incroyables dont il ne pouvait jamais marcher. Pour des gens qui disent qu'ils ont fouetté Martinez et qu'ils ont seulement fouetté Martinez, puis ils l'ont laissé là. L'autopsie dit donc que le corps de Martinez n'avait aucune poussière. Or, le corps est sur la latérite. Comment est-ce que le corps se retrouve sans poussière? Parce que Martinez a été assassiné dans un milieu fermé. Et quand je vous le disais, que c'était l'immeuble étant, les gens voulaient discuter. Qu'ils nous disent un autre site où ça s'est passé. Le médecin légiste dit que le corps de Martinez a été déposé après 72 heures. Parce que si Martinez était à l'extérieur du 17 au 22, on allait trouver des asticots. Parce que, scientifiquement parlant, lorsqu'on meurt, bien évidemment, on raidit. Et après, il y a certaines sécrétions. Et c'est ces sécrétions, bien évidemment, qui vont entraîner des larves. D'où les mouches. Et le médecin allait plus loin en disant, c'est pour ça qu'on ferme souvent les orifices d'un macabé. Mais l'état où on a trouvé, cela veut dire que un corps qui restait là devait être bouffé par les animaux, dont les insectes. Le corps de Martinez n'était pas attaqué. Il n'y avait pas ces asticots. Et ce qui est grave, c'est que tout l'intérieur avait subi des chocs. Le cœur, les poumons, avec des hémorragies. Le médecin a confirmé qu'un objet dur, soit une bouteille, soit des barres de fer, a été enfoncé dans son derrière. Donc, le derrière était gonflé, tout comme l'intérieur. Et que ce qu'on a enfoncé, c'est ça qui est parti certainement endommager tout l'intérieur qui était déjà pourri. Il a découpé jusqu'à certains caillots de sang qu'elle a vus. Il y avait une touffe de cheveux, la langue pendante, une oreille cisaillée, pas entièrement coupée, mais l'autre élément qui est encore beaucoup plus cruel, c'est qu'on lui a arraché sans anesthésie
au moins 4 dents. Ça ne s'est pas arrêté là. Je vous ai dit la plante des pieds. Mais le plus choquant encore, c'est que ses mains aussi, on avait enlevé la chair noire et tout ça. Il n'avait plus de peau. Juste une petite touffe de cheveux. Il y a des détails horribles que nous ne pouvons pas totalement dévoiler. Vous imaginez? La femme de Martinez était dans la salle. Imaginez les pleurs de cette femme. Le traumatisme. Imaginez ce que Martinez a vécu. De vous à moi. Si on vous arrache une seule dent, sans anesthésie, qu'allez-vous faire? Allez-vous supporter? Je vous donne un autre détail, dont le médecin n'a pas parlé, mais que moi je sais. Quand on a arrêté Martinez, on voulait monter avec la voiture vers la gendarmerie de Colcodine. Mais comme sa voiture était littéralement basse, ça a bloqué. Donc il a voulu escalader. On est venu le prendre. Les gendarmes ont vu. Ils n'ont pas réagi. Et dans la voiture, on l'a taisé. Et c'est là où Martinez a fait des excréments sur lui. Tous ses muscles étaient paralysés. On lui a mis une cagoule, laquelle a été découverte à côté de la dépouille, avec une corde, l'a attachée comme un gibier. Donc le médecin a dit, parce que le médecin ne connaît pas la partie de la cagoule ou de son arrestation. Moi, je vous donne ça en exclusivité. Qu'il a été tasé. Donc, quand je parlais de la Prado noire, ceux qui disaient tantôt Mitsubishi et d'autres qui me disaient qu'il est en train de manger à gauche ou à droite dans un chapeau. Dans la Prado noire, je dis bien que c'est là où Martinez, non seulement il s'est fait sur lui, mais partout, parce que c'était insupportable. Au moins, on est déjà d'accord sur une chose. Ces gens ne voulaient pas lui donner ce qu'ils appellent punition. Si oui, vous pouvez donner une punition à quelqu'un en recrutant des gros bras au nord, au nord-ouest, au sud-ouest, au centre et partout. 17 personnes sur une personne, sur un type qui de surcroît Martinez boitait. C'était quelle punition, Bellinga?
Que c'était seulement la bastonnade? Vous aviez des armes, ils avaient des armes. Mais c'est pas possible. Quelle méchanceté. Vous allez tourner avec le peuple camerounais, raconter toutes les faussetés que vous voulez. Le médecin a dit que Martinez n'a jamais été torturé. Ah. Et bon, 3. Vous n'avez jamais laissé Martinez traîner là-bas étant vivant. Martinez est arrivé là-bas 72 heures après sa mort. Quand je disais que Martinez est bien mort et qu'on ira tout simplement le jeter. Quand je disais ça ici, les gens disent que 5e commando, 8e commando, 50e commando. Expliquez-moi d'abord ça. Pourquoi le médecin dit que le corps de Martinez a été jeté 72 heures après son assassinat et qu'il a été assassiné dans un milieu fermé? Vous avez dit que vous... Comment vous pouvez dire que... Comment on vous dit donc pour chier, il faut seulement aller là où il y a la clairière. Hein, comme il disait au petit là. Vous-même, vous pouvez imaginer que les services secrets sont partis torturer Martinez là où tout le monde peut les découvrir. En pleine nuit. Et les autres sont aussi arrivés sur la dépouille de Martinez en pleine nuit. Non. Vous étiez organisés, vous tous. 17 personnes. Sur quelqu'un qui boit, qui ne fait pas les arts martiaux. Voilà donc que le médecin vous a dit que Martinez n'a aucune trace de poussière. Ni sur ses habits, ni sur lui. Vous êtes venu le jeter nu. Ce qu'il y avait à côté de lui, il y avait 3 bouteilles. 2 bouteilles vides. On ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Puis, le médecin nous explique que il y a aussi une bouteille, il y avait aussi une bouteille de caféine. Qu'est-ce qu'on faisait avec la caféine? Tournez comme vous voulez. Vous allez toujours retomber. Là, je vous disais, l'immeuble est calme. Au moins, on est sûr d'une chose. On nous a trompés, on vous a traumatisé pendant 2 ans que moi, je pourrais dire que j'étais menteur. Qu'il parlait de l'immeuble calme. Non, maintenant, les gars là disent qu'ils sont partis le tuer, l'abandonner, il était vivant et beau toi. Le médecin dit, ce n'est pas possible. Et on a demandé au médecin, qu'est-ce qui a tué Martinez? Il a dit la torture. Qu'il a été sauvagement torturé. On a demandé, est-ce qu'il pouvait se défendre? Il dit, impossible. Dans son cas d'espèce. On l'a emballé, on l'a attaché. Maintenant, ils se sont entendus. Ils ont fait des déclarations au colonel là, ici. J'attends comment est-ce qu'il va passer. Parce que vous allez entendre. Hein, quand il va passer, c'est la version là qu'il va donner. Hein, qu'il y avait, oui, ils ont fait. Parce qu'ils ont conduit. Parce qu'ils se sont entendus dès qu'ils ont su que, ah, c'est fini. Qui sont déjà pris. Puisqu'ils savaient, ils font semblant qu'ils ne savaient pas qu'il va mourir ou machin. L'autre dit qu'il est venu se coucher comme ça, là où Martinez était aussi couché. Il a dit que Dieu pardonne-moi. Le pire, c'est que vous voyez des gens qui sont sur les réseaux sociaux, des soi-disant lanceurs d'alerte, artivistes ou quoi là, qui sont payés alors qu'ils savent que ce gars a souffert. Martinez a souffert, peut-être même plus que Jésus.
Ils ont raconté. Vous savez ce qu'ils ont déclaré? Ils ont déclaré que quand ils rentraient de la mission, parce que ils disent que était là pour guetter. Si quelqu'un va passer, il leur disait faites vite, faites vite. Donc, il veut faire croire que ceux qui étaient là-bas étaient en train de torturer Martinez. Est-ce qu'on torture un cadavre? Il dit que quand on rentrait, voilà ce qu'ils disent. Hein. Vous allez voir, ça va sortir. Pour l'instant, là, on ne vous dit pas encore ça. Moi, je vous dis ça en exclusivité. Parce que ça, c'est la version qui sera donnée à partir du 22 septembre. Vous allez entendre que ils rentraient avec deux pick-up. Ils rentraient avec leur véhicule parce que ils disent qu'ils avaient la Prado noire et la pick-up. C'est avec la Prado noire et la pick-up qu'on a enlevé Martinez. Mais quand ils rentraient déjà, c'est là qu'ils ont rencontré aussi deux pick-up. Donc ils disent que les deux pick-up là, c'était le deuxième commando. Donc ils ont seulement continué. Ils ont reconnu le deuxième commando eux-mêmes. Ils ne sont pas retournés pour aller stopper le deuxième commando, ni venir avec Martinez, que Martinez vient même rester ici à côté de la route pour que quelqu'un te retrouve et tout et tout. Ils disent que c'était le deuxième commando. Je vous dis, à partir de cet instant, on ne peut pas contredire une autopsie. Il y a un médecin qui a regardé le corps. Et elle n'était pas seule. Elle a dit, Martinez n'avait aucune poussière, pas de la tête, non. Donc il n'a jamais été tué là. Et au moment où elle arrive, cela veut dire que le corps de Martinez avait été jeté 72 heures après. Donc on l'a assassiné ailleurs. Et on ne pouvait pas l'assassiner dans un truc ouvert comme ça. Sinon les mouches et consorts allaient lui faire la fête. Les insectes allaient manger le corps. Il devait être en décomposition. Tel n'était pas ça. C'est son métier. Ce n'est pas ce qu'on vous raconte. C'est son métier. C'est moi qui avais alerté que Martinez sera tué. Et c'est moi qui vous donne aussi toutes ces informations. Les autres qui vous ont dit que non, ce n'est pas ça, et machin, il n'a jamais été tué ni enlevé, qui disaient qu'il n'y a même pas de Prado. Et vous allez voir que d'autres noms que j'avais cités, que les gens disent aujourd'hui qu'ils sont où? Est-ce que vous connaissez le nom d'Inabel? Voilà donc le nom qui est déjà sorti, non? Vous serez surpris des noms que j'avais cités, qui curieusement avaient disparu du dossier, mais qui vont réapparaître. Comme je vous cite aujourd'hui Ngambi, qui l'était au début. Je vous ai parlé du beau-frère de Danoué, qui s'est envolé avec l'ordinateur. Et surtout, le portable. Il l'avait transféré tout à Amougou. Danoué a été filmé, dites-moi, avant l'assassinat de Martinez à l'immeuble Ekan. Après l'assassinat de Martinez, il a été filmé à l'immeuble Ekan. La secrétaire d'Amougou a d'abord nié. Le commissaire Meva a sorti des vidéos, surveillance. On voit bien Danoué dans le bureau d'Amougou. La secrétaire avait voulu d'abord nier qu'elle ne connaît pas Danoué. Pourquoi tu peux nier? Amougou lui-même a dit qu'il ne connaissait pas. Vous connaissez comment on a fait pour attraper Amougou? Ou Danoué là? Même Danoué avait nié d'abord qu'il ne connaissait pas Amougou. C'est quand on attrape Amougou que dit non, moi je ne le connais même pas. On lui dit, mais tu ne le connais pas. Voici chez toi là. Donc voilà qui est entré chez toi. Et donc voici encore plusieurs fois. Vraiment, tu ne le connais pas comment? Vraiment, c'est que franchement, c'est un ami que moi je dépanne souvent et tout. Et vous dites, il est innocent.
je reviendrai vous donner les membres du gouvernement qui sont dedans là bien. Je ne donne pas encore les informations parce que leurs avocats et les membres du gouvernement qui sont dedans sont là, en direct, en train de m'écouter pour dire, bon, dans ce cas, on va éviter ça. Dans ce cas, on va éviter ça. Je vais vous sortir toutes les pichenettes que je n'avais jamais sorties. Le procès, c'est dès que vous dites ceci, je bombarde, boum. Jusqu'à ce que le Cameroun saura qui vous êtes. Toutes mes condoléances à Diane Zogo. Beaucoup de courage parce que c'est une femme valable, vaillante, qui a failli d'ailleurs s'écrouler. Et vous vous rendez compte? Dans cette salle-là, Mélissa est là pour prendre les grands airs. Le Zomlo, il s'en fiche, le Bidjongo, que Amouga va envoyer pour aller enlever Martinez. Ça, c'est des étapes que je vais vous raconter avec plus de précision. Comment Martinez est tombé dans leur guet-apens. Ce sera un épisode. Là, c'était épisode